Bonjour à tous, bienvenue sur Trois Lunes Diffusion. Aujourd'hui, nous recevons Abbas de l'équipe de Trois Lunes Diffusion qui vient nous parler de Napoléon Hill. Alors, bonjour Abbas. Bonjour Hélène, ça va? Ça va et toi? Oui, très bien. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu de Napoléon Hill. Oui. D'abord, on voudrait savoir qui est Napoléon Hill. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors bonjour à tous les auditeurs. Moi, je suis à base de Trois Lunes Diffusion. Je suis un passionné de Napoléon Hill. Alors Napoléon Hill, moi, je l'ai découvert en 2016. C'est un auteur qui a vécu dans les années entre fin 1800, qui est décédé dans les environs 1975. Bon, je donne une fourchette, je suis pas très précis sur sa date de décès, mais il a vécu en tout cas début 1900 jusqu'à 1970, voilà. Et donc c'est un auteur qui a travaillé sur le développement personnel, c'est même le pionnier du développement personnel. Il a fait un travail profond sur tout ce qui est la réussite personnelle et au-delà. D'accord. Comment tu en as entendu parler la première fois de Napoléon Hill? Alors Napoléon Hill, moi je l'ai découvert avec l'ouvrage à succès qu'il a écrit qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche, et c'est l'ouvrage en développement personnel, il me semble, le plus lu dans le monde. D'accord. Après la Bible, c'est un des best-sellers après la Bible en termes d'exemplaires vendus. Ah oui? Donc toute personne qui connaît Napoléon Hill ou qui s'intéresse de loin ou de près au développement personnel a au moins lu cet ouvrage-là. Donc je l'ai découvert moi en 2016. C'est ma femme qui m'a offert le livre, qui me l'a apporté dans une librairie. Et donc, elle-même, elle avait entendu parler de Napoléon Hill, de ce livre-là, dans une chaîne d'un YouTuber qui parle aussi de développement personnel, qui s'appelle David Laroche. Et donc, je l'ai découvert en 2016 et c'était un des premiers livres de développement personnel que je lisais. Donc, voilà. Après, ensuite, de fil en aiguille, j'ai découvert d'autres ouvrages qu'il a fait et j'ai fait des formations de Napoléon Hill. Donc voilà, j'y suis en plein, je suis constamment dans ses ouvrages. Guidé par lui, quoi. Voilà. Et justement, tu parlais de l'époque à laquelle il a vécu, donc c'est pas tout jeune, mais justement, est-ce que ce dont il parle, on va y revenir, mais est-ce que sa philosophie, en fait, à Napoléon Hill, elle est transposable à notre époque, à nous, ici, maintenant? Parce que du coup, c'est pas la même époque, quoi. Oui, tout à fait. Alors, Napoléon Hill, effectivement, il a vécu. Donc, pour comprendre l'histoire de ce qu'il a fait, pour savoir l'impact, la profondeur de son œuvre, il faut savoir aussi d'où est venue l'idée, d'où est venu le travail, combien de temps il a fait pour le faire. Donc, Napoléon Hill, c'est un jeune qui est né aux États-Unis, en Virginie, dans les montagnes de Wise. Et il est né d'un parent fermier, donc ce qu'il y a de plus ordinaire, hein, un enfant issu d'une famille, disons, pauvre. Hein. À l'âge de 9 ans, il perd sa maman. Quand il perd sa maman, son papa se remarie avec une femme instruite. Donc, il en parle beaucoup dans son ouvrage. Et cette femme-là, qu'elle arrive, sa belle-mère arrive à la maison, elle arrive avec des valeurs qui sont beaucoup plus élevées que ce qu'ils avaient déjà à la ferme. Donc, disons qu'elle motive tout le monde à progresser, donc, y compris Napoléon Hill, qui était un jeune à 9 ans, qui était récalcitrant, qui avait un revolver, qui se prenait pour Jesse Jones. Et sa belle-mère lui a offert une machine à écrire à 13 ans. Il dit souvent que l'influence de sa belle-mère a été en partie responsable de tout ce qu'il a accompli. Ouais, elle a poussé la famille, c'est ça. Lui aussi, lui à se y dépasser. compris, à se dépasser, et même son père d'ailleurs, qui était fermier, grâce à sa belle-mère, a repris des études et est devenu dentiste, un des meilleurs prothésistes de sa région. Le père de Napoléon Hill. Le père de Napoléon Hill. Donc suite à ça, donc Napoléon Hill, avec l'influence de sa belle-mère, s'est consacré aux études comme tout enfant. Hein, il a fait des études de droit. Dans son parcours, il a rencontré un certain Monsieur Carnegie. C'est Andrew Carnegie. Oui, Andrew Carnegie, d'accord. Andrew Carnegie qu'il a rencontré à 25 ans, donc en 1908. Donc Napoléon Hill, dans son évolution de carrière, travaillait dans un journal. Dans ce journal, il avait comme objectif d'interviewer des gens qui ont réussi pour savoir un peu le secret de leur réussite. Donc il avait déjà pris cette initiative, même si c'était juste c'était pour un journal et surtout pour financer aussi ses études de droit. D'accord. Et donc, quand il a rencontré Andrew Carnegie a été impressionné par sa motivation, par son niveau à cet âge-là et son ambition. Il a proposé de le faire rencontrer toutes les personnes influentes de l'époque et si Napoléon Hill était prêt à consacrer
20 années de sa vie à réunir tous les secrets qui ont permis à ces gens de réussir et de les rassembler à une philosophie claire. Et donc, excuse-moi de te couper, mais du coup, dès le départ, il savait que ça lui prendrait 20 ans. Oui. Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, c'est lui qui a dit, il te faudra 20 ans pour faire ça. Et puis, la proposition, il l'a pas vendue, selon ce que dit Napoléon Hill dans ses bouquins. Il l'a pas vendu comme un rêve. Il a dit, c'est un travail acharné, et il lui a dit que les gens qui s'engagent dans ce type de métier sont en général pas reconnus de leur vivant. Oui. Parce que c'est un travail qui sera reconnu plus tard, tellement la profondeur. Et donc, il a fait cette proposition, et Napoléon Hill en parle dans ses bouquins et dans ses formations, que ça lui a pris un peu moins de 60 secondes de répondre oui, alors qu'à cette époque-là, il avait aucune idée de comment il allait le faire. Et vraiment, il le dit, c'est comme si tout son corps lui disait non, tu te lances pas dedans, t'es pas capable, et une voix l'a poussé, et il l'a dit avec conviction, alors qu'il savait même pas comment y arriver. Donc, pour revenir à ta question, Hélène, disons si cette philosophie est transposable à notre époque, c'est que, faut savoir que si cette philosophie a été rassemblée sur une période de 20 ans, c'est pour mesurer la consistance de cette philosophie. C'est pas une philosophie qui a été arrangée et organisée en une année, en 2 ans, en 3 ans. Il a fallu en 1908, quand M. Carnegie a proposé à Napoléon Hill de faire une philosophie du succès. Le premier ouvrage qu'il a sorti, il a sorti en 1928. Donc 20 années après qu'il a réussi à tout rassembler, même M. Carnegie était déjà décédé. Ah oui, pour te dire que ça lui a pris des années. En temps, il a continué bien sûr sa carrière et à vivre à côté, mais ça a été son principal travail, ça l'a jamais quitté. Donc en 1928, il sortait le premier ouvrage, les 17 lois du succès, qui sont les fondements de sa philosophie. Donc c'est une philosophie qui a une telle consistance qui fait qu'elle était valable en 1928, qu'elle a été valable pendant tout le XXe siècle, elle est valable à notre époque, elle sera valable certainement dans les prochaines années ou les 100 prochaines années à venir. Ah oui, en effet, oui. Et puis, justement, pour rebondir, cette philosophie, de quoi elle parle, et puis qu'est-ce qu'elle amène? Parce que bien souvent, Napoléon Hill, on l'associe avec le livre Réfléchissez et devenez riche. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Réfléchissez et devenez riche, c'est le livre de référence de Napoléon Hill? Est-ce que ça résume toute sa philosophie? Tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que ça va plus loin que ça? D'accord, tout à fait, je comprends. Effectivement, quand on entend Réfléchissez et devenez riche, on entend tout de suite riche, on l'associe à l'argent, déjà dans un premier temps. Et donc, effectivement, les premières personnes qui vont lire Réfléchissez et devenez riche, je pense que c'est dans une optique de se faire plus d'argent. Et donc, Réfléchissez et devenez riche, effectivement, c'est le bouquin par excellence de développement personnel parce qu'il condense, en fait, la philosophie de Monsieur Hill de façon, c'est un résumé. Donc, par contre, qui dit résumé dit aussi perdre l'essence, le cheminement, l'histoire qui se cache derrière l'histoire. Donc, Réfléchissez et devenez riche, effectivement, pour commencer, moi je dirais à toute personne qui veut découvrir Napoléon Hill, de commencer par là, parce que c'est un bouquin accessible, qui n'est pas très volumineux, et il y a des principes qu'il injecte dedans, et si on les pratique, on les applique, on commence déjà à se mettre dans une optique de développement personnel, de constance, et puis de confiance en soi. Alors, pour donner un exemple, dans Réfléchissez et devenez riche, il parle de 6 étapes vers la richesse. Donc, fixer un but, l'écrire, le répéter, le mémoriser et le redire au lever et au coucher, ou le plus souvent. Donc ça, c'est des étapes qu'il dit dans Réfléchissez et devenez riche, qui sont faciles à mettre en place et qui permettent de mettre en route la machine de développement, que ce soit financier, spirituel et la sérénité. Par contre, la philosophie de M. Hill se résume pas à Réfléchissez et devenez riche. Si on veut savoir
avoir un peu plus de profondeur, savoir la consistance de ce qu'il a fait, réfléchissez à devenir riche et la porte d'entrée. Mais l'apogée, pour moi, c'est les lois du succès, les 17 lois du succès qui sont l'essence de sa philosophie. Il y a d'autres bouquins qu'il a écrits, d'autres formations, d'autres conférences que vous trouvez sur YouTube et d'autres formats et des formations dont La richesse est en vous qui est proposée par Aska Édition, qui va beaucoup plus loin, qui parle des 17 lois du succès. Donc, la philosophie de Monsieur Hill ne se résume pas qu'à la richesse, qu'à l'argent. L'argent n'est qu'une étape. D'accord. Donc, s'il y a 17 lois, et il y a certaines lois, toutes les lois, elles communiquent entre elles. Il y a des lois qui sont spécialement, disons, qui axent sur l'harmonie avec les autres, la façon de vivre. Il y en a qui axent sur la concentration. Il y en a qui axent sur l'épargne, la gestion du temps. Donc, il a balayé tous les aspects possibles pour développer la richesse financière, la richesse spirituelle et la sérénité en fin de vie. Parce que c'est vraiment une philosophie qui est basée sur la règle d'or, c'est-à-dire que de faire à son prochain ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Et au-delà, de penser de son prochain, de ce qu'on aimerait que son prochain pense de nous. Donc, il y a une philosophie qui n'est pas forcément dans la richesse pour la richesse, mais il y a une philosophie d'équilibre, de sérénité, parce que le but de Monsieur Hill en est à étudier les grands hommes tels que Carnegie lui-même, tels que Ford, tels que Edison. Il a synthétisé il a conclu que la richesse en termes monétaires ne faisait pas, à elle seulement, ne faisait pas le bonheur. Donc, dans sa philosophie, il a balayé tous les aspects possibles pour pouvoir aller au-delà de l'argent. Mais effectivement, l'argent prend une place centrale parce que on peut pas, dans notre société actuelle, on ne peut pas faire avoir extrêmement d'impact si on n'a pas de l'argent. Donc, effectivement, cet argent permettra d'accentuer ce qu'on est. Si on est bon foncièrement et qu'on a envie de faire du bien avec de l'argent, on pourra faire beaucoup de bien. Et si on est radin et qu'on n'a pas ce côté de partage, bah, l'argent accentuera ce manque de partage. Mais la philosophie de Monsieur Hill va au-delà de l'aspect financier, même si cet aspect occupe une place prépondérante. D'accord. Et est-ce que cette philosophie, elle s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire que ce soit un homme, une femme, un enfant, un adolescent, est-ce que ça peut s'adresser, enfin peut-être pas un enfant, mais un adolescent, un jeune adulte qui fait des études à l'université ou qui est déjà dans la vie active, est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Ou est-ce que c'est vraiment lié, je sais pas, aux personnes qui se lancent dans des entreprises ou vraiment dans des secteurs bien spécifiques? Ou est-ce que par exemple, je sais pas moi, la femme au foyer pourrait très bien appliquer la méthode de Napoléon Hill, par exemple? C'est une très bonne question. Effectivement, sa philosophie, elle est à l'époque où il a écrit sa philosophie, effectivement, à cette époque-là, les gens qui étaient en affaires, c'était les hommes. Il y avait plus d'hommes en affaires que les femmes. Donc effectivement, dans ses bouquins, dans ses premiers ouvrages, on a l'impression que l'adjectif qui était utilisé pour dire une personne qui a réussi, c'était toujours masculin, effectivement. Mais au fil des années, comme il a vécu jusque dans les années 75, ces petits changements ont été apportés, mais qui sont vraiment des changements de présentation qui n'ont rien à voir avec la philosophie. Effectivement, cette philosophie, elle est utilisable par tout le monde. Elle est utilisable par la femme au foyer, surtout même par la femme au foyer. Et bah oui, parce que une partie de sa philosophie est ce qu'on appelle le cerveau collectif. Le cerveau collectif, c'est une thèse qui dit une thèse ou une expérience qui dit que quand deux cerveaux s'associent, ils créent une troisième entité qui est plus supérieure au cerveau pris individuellement, à la somme des cerveaux pris individuellement. C'est-à-dire, alors, une femme au foyer, seule ou avec son mari, peut se former un cerveau collectif avec son mari, ou si elle est seule, former un cerveau collectif avec qui elle veut, pour permettre de faire évoluer le foyer. Alors, ce cerveau collectif doit avoir un but commun, doit travailler dans l'harmonie. Donc, pour te dire que cette philosophie, elle s'arrête pas seulement aux hommes, aux entrepreneurs, elle va au-delà, donc les femmes au foyer, les jeunes aux études, parce que c'est une philosophie qui pousse à fixer des objectifs.
Ouais. Donc, un jeune à l'étude, en général, 90%, alors je suis généreux quand je dis ça, des jeunes aux études font des études sans pour autant savoir exactement ce qu'ils veulent faire plus tard. Oui. Donc, la philosophie de Monsieur Hill nous incite, même la règle principale, c'est de fixer un but. Donc, tous les étudiants qui sont actuellement aux études, qui font des études parce que ils ont voulu suivre le copain ou pour faire plaisir à ses parents, qui n'ont pas une projection, ne serait qu'un délai de 5 ans après les études, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils prennent le premier job arrivé ici canton et ils se rendent compte au bout de 20 ans, 30 ans que c'était pas forcément leur choix. La philosophie de Monsieur Hill, sa loi principale, c'est de fixer un but. Donc, elle est adaptée aux étudiants. Donc, à un salarié, il est aussi adapté à un salarié parce qu'un salarié doit se fixer un but et la philosophie de Monsieur Hill incite les salariés à gérer leur carrière comme s'ils étaient leurs propres patrons. Donc, en faisant la règle d'or, c'est-à-dire que tu travailles dans ta boîte comme si tu voudrais que quelqu'un travaille pour toi. Donc, cette mentalité permet d'un salarié de se dépasser, déjà. Et ensuite, de se fixer un but. Le salarié peut atteindre des buts financiers, des buts en termes de progression de carrière, pour te dire que cette philosophie, elle touche, je dirais pas aux enfants qui sont à bas âge, mais on peut les inculquer parce que cette philosophie nous incite à croire à une intelligence infinie qui est limite, qui est spirituelle. C'est-à-dire que de croire qu'il y a quelque chose, il y a une énergie qui est là, qui nous veut du bien, et si on est déterminé, cette énergie, on la plie à notre volonté. Donc, même les enfants ont tout intérêt à savoir cette philosophie de façon d'une approche beaucoup plus adaptée aux enfants. Mais pour moi, il a couvert tellement de sujets que cette philosophie pourrait être un standard, je dirais pas religieux parce que il y a des connotations, mais l'essence spirituelle qui est dans cette philosophie, si quelqu'un l'applique, il n'aura pas de déficit par rapport à une absence de religion, pour te dire. Tellement elle va au-delà de l'aspect financier. Donc, elle pourrait même être inculquée en famille. Donc, pour reprendre l'idée du cerveau collectif, donc le couple avec des enfants pourrait appliquer ça à la maison, à la famille. Il peut y avoir plusieurs buts, nos buts individuels, mais aussi un but collectif ensemble. C'est ça. D'accord. Et c'est vraiment non, c'est super. Et puis cette philosophie ne sert pas uniquement à gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'un enfant n'aura pas le même but qu'un adulte ou un jeune. Ou voilà, on n'a pas tous pour vocation de gagner beaucoup d'argent. Je pense que c'est un but, ça peut être aussi de le poser en question. Mais est-ce que le but c'est uniquement financier? Est-ce qu'on pourrait avoir un but, par exemple, je souhaite devenir, je sais pas moi, peintre ou jardinier ou encore enfin quelque chose qui n'est pas forcément d'ordre matériel, puisqu'on sait qu'il faut avoir de l'argent pour pouvoir avancer dans des projets, mais est-ce que le but c'est forcément une somme d'argent? C'est ça que Voilà, ok, je comprends ta question. Effectivement, je vais parler de moi. Quand j'ai découvert Napoléon Hill en 2016, il disait dans son succès littéraire Réfléchissez et devenez riche de fixer une somme d'argent. Pourquoi il dit de fixer une somme d'argent? Parce que il estime que l'argent c'est quelque chose de mesurable. C'est-à-dire que il y a d'autres choses qui sont effectivement mesurables. Tu veux une maison, d'accord, mais l'argent tu peux le mesurer centime près. Ouais. Donc ça peut être un étalon de savoir si tu as atteint ton but. Parce que faut aussi pas tomber dans le piège de fixer des buts qui sont pas précis, de telle sorte que même quand on les atteint, on se rend pas compte qu'on les a atteints. Des buts vagues. Donc, dans le fait de fixer un but, Napoléon Hill ne parle pas que d'argent. Par contre, il y a des règles précises pour fixer un but. Il faut que le but soit clair. C'est-à-dire qu'il faut que le but soit précis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire je veux, comme ton exemple, être peintre. Non, c'est pas assez précis. D'accord. Faut dire je veux être, par exemple, un peintre de tel style qui aura cette réputation, qui va faire, je ne connais pas en peinture, mais qui va faire des œuvres de tel type. Voilà, il faut être tellement précis. C'est comme si, pour revenir à l'intelligence infinie, c'est comme si nous, les humains, quand on formule une demande,
plus elle est précise, plus on donne des indications à l'intelligence infinie pour pour faire en sorte que cette demande nous soit montrée. Encore une fois, c'est pas l'intelligence infinie qui va nous l'apporter dans une assiette tout cuit. Et c'est ça le piège. Parce que dans le développement personnel, Napoléon Hill le dit forcément. Il y a même une des lois du succès qui s'appelle, alors j'ai plus le terme, mais en tout cas, c'est de dépasser l'échec. J'ai plus le nom exactement de la loi, mais le principe, c'est ça. C'est-à-dire que tirer profit des insuccès. Voilà. Donc, s'il y a une loi dans ces 17 principes, c'est qu'il part du principe que c'est pas facile d'atteindre tous les objectifs. Non. Donc, l'objectif financier, on le met parce qu'il est mesurable et que c'est un point de départ pour pouvoir fixer d'autres objectifs. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai vécu. Mon premier objectif était de fixer une somme d'argent. Tout le monde n'a peut-être pas cette approche, mais j'ai suivi bêtement ce qui était marqué dans le réfléchissez, devenez riche. Et ça m'a permis, même si j'ai pas atteint cette somme d'argent, ça m'a permis, en tout cas, ça m'a ouvert l'esprit dans le sens où c'était possible de fixer un but mesurable et de s'y tenir. Même si je l'ai pas atteint, je me suis mis dans la voie de l'atteindre. Et heureusement que je l'ai pas atteint parce que j'étais pas prêt à gérer une telle somme d'argent. Je pense que j'aurais peut-être pas été aussi persévérant dans les lois de succès qui m'ont fait découvrir d'autres ouvrages si j'avais atteint mon but du premier coup. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Genre, c'est comme une personne qui gagne au loto. Au lieu de continuer à progresser, j'aurais divergé et j'aurais peut-être consommé cet argent autrement. Et j'aurais peut-être pas fait les choix qui m'ont, voilà. Il y a vraiment quelque chose de spirituel. Donc, l'argent n'est pas forcément le but principal. Mais l'argent peut être un moyen. Mais le but, il doit être précis. C'est-à-dire donner des détails. On peut pas dire juste, je veux être un salarié à succès. C'est très vague. Je veux travailler dans telle entreprise. Avec telle personne. Je veux avoir ça comme salaire. Je veux faire, voilà. Il faut donner des précisions. Et il faut répéter. Il faut les mettre par écrit, c'est ça? Par écrit, parce que quand ça reste dans le cerveau, c'est comme si la première création de ce but, c'est la création de l'écriture, que ce soit à la main, ou le parle à la main. Moi, j'écris sur l'ordinateur parce que j'ai une écriture. Donc, je tape à la main, à l'ordinateur. Ça a aussi sa valeur. Et je l'imprime et je le lis. Et je l'enregistre aussi et je l'écoute. Donc, le but, pas forcément l'argent, mais il faut qu'il soit précis. L'argent est un point de départ. C'est un moyen pour atteindre d'autres buts. Mais le but ultime, en général, quand on lit bien la philosophie de Monsieur Hill, c'est d'atteindre la sérénité en rendant un service utile. L'argent sera une conséquence, en fait, d'un service utile, rendu au plus grand nombre sous l'angle de la règle d'or. C'est-à-dire que on rend plus de services que ce qu'on attend en retour. Et plus tard, on aura plus de retour que le service qu'on a rendu. Mais il faut d'abord rendre le service. Et donc, c'est une philosophie qui est quand même altruiste, c'est-à-dire que tu ne peux pas y arriver seul et que le but, c'est de pas faire du profit sur les autres, en fait, c'est ça. Sur le dos des autres, mais plutôt de faire équipe et de travailler en harmonie avec les autres et que tout le monde puisse bénéficier d'une évolution. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et toi, depuis que tu appliques toutes ces méthodes, tout ce que tu lis dans les livres de Napoléon Hill, est-ce que tu as vu des changements dans ta vie notables? Est-ce qu'il y a eu vraiment des choses qui ont fait que oui, tu peux dire que cette philosophie fonctionne? En tout cas, elle a fonctionné pour toi. Quel progrès? Est-ce que tu aurais un ou deux exemples comme progrès que tu as pu atteindre? Quelle réalisation tu as pu atteindre en mettant en pratique tout ça? D'accord. Alors, effectivement, il y a deux aspects comment analyser l'évolution, mon évolution à moi en tout cas, comme on parle de moi là. Il y a l'aspect financier et l'aspect sérénité. Donc l'aspect financier, effectivement, en 2016, quand j'ai découvert Napoléon Hill, j'ai lu le bouquin, j'ai commencé à travailler sur moi. À cette époque-là, je pense que je sortais de mon apprentissage en comptabilité. D'accord? Et donc c'était en 2016, là on est en 2022, donc il y a 5 ans. À cette époque-là, je gagnais à peu près le SMIC en tant que soit apprenti ou je sortais de l'apprentissage. Et j'avais moins de responsabilités à mon travail. Et en faisant cette philosophie, en l'appliquant, il y a quelque chose qui a changé. Je pense qu'il a changé dans mon état d'esprit, dans le sens où j'arrivais au travail
avec un état d'esprit qui était soit, en tout cas, si j'étais joyeux, je l'étais pour moi. Je l'étais pas par rapport aux circonstances de ce qui se passait autour de moi. D'accord. Donc, j'arrivais plutôt déterminé. J'ai pris l'habitude, depuis que j'ai commencé le développement personnel avec d'autres livres, à écrire mes objectifs journaliers. C'est-à-dire que quand j'arrive au boulot, j'ai un carnet que j'écris tous les jours. Avant de commencer, j'écris une phrase positive. Je D'accord. suis en forme, je me sens bien. Donc ça, Conditionne. je me conditionne. Ouais. Voilà. Donc il peut m'arriver des bobos dans la journée. Effectivement, des fois, je rentre, je suis fatigué. Donc pour revenir à l'aspect financier, j'ai plus que doublé mon salaire dans ces 5 ans. Pourtant, j'ai trouvé des gens qui m'ont formé, qui ont peut-être une augmentation de l'ordre du SMIC. D'accord. Voilà. Donc j'ai plus que doublé mon salaire. Ah, En termes de responsabilité, à mon travail, j'étais apprenti. Donc là, je forme des apprentis. Donc en 5 ans, je dis pas que la progression elle est faramineuse, je dis pas qu'elle est fulgurante, mais elle est significative et je suis persuadé, si j'étais resté avec la mentalité avant d'avoir découvert Napoléon Hill et tous les autres, j'aurais peut-être pas eu cette ambition. C'est une ambition qui n'a pas vocation à bouffer les autres, mais une ambition qui est là, qui progresse. Donc ça, c'est côté financier. Côté sérénité, je me sens beaucoup mieux. Je fais du sport. Je pense avoir développé des qualités intellectuelles et spirituelles qui me poussent à me dépasser. Ça, c'est côté sérénité. Côté famille, avec ma femme, on a acheté une maison, on a deux magnifiques enfants. Certes, on voyage pas beaucoup, mais c'est pas dans notre philosophie pour l'instant. En tout cas, c'est pas notre priorité. Les enfants vont bien, la santé est là, on mange bien, on fait attention à notre bien-être, à notre santé, on inculque de bonnes valeurs à nos enfants. Et je pense que cette philosophie est pour quelque chose. Et j'ai aussi déconstruit pas mal de croyances limitantes que j'ai héritées comme tout un chacun de mon enfance, de mon adolescence, de ma vie de jeune adulte, même si j'en ai quelques-unes. Mais j'arrive à les déconstruire grâce à cette philosophie parce que quand je l'approfondis, je me rends compte que la vérité n'a pas besoin d'être maquillée ni d'être imposée. Elle va de soi. Donc pour moi, elle marche. Mais, je dirais un mais, elle marche parce que j'ai été persévérant. Donc la première personne qui va lire Réfléchissez et devenez riche et qui va le poser dans un tiroir et qui va rien appliquer, ne peut pas s'attendre à avoir des résultats. La personne qui va l'appliquer aura peut-être des résultats, même certainement des résultats mieux que ce que j'ai eu. Donc, il faut quand même être persévérant, sachant que la persévérance et la concentration est une des lois du succès de Napoléon Hill. Le succès, on sait bien que parfois, quand on entend parler de la loi d'attraction, on pense que dans les 6 mois, ça y est, boum, tout est fait, ça arrive très vite, que la loi d'attraction va nous apporter le bonheur ou l'argent ou tout ça en très très peu de temps, alors qu'en fait, c'est sur le long terme. Et c'est un piège en fait de croire que la philosophie de Napoléon Hill va nous rapporter le succès et l'argent en très très peu de temps. Oui, effectivement, c'est un piège. Et c'est un piège qui est raisonnable, c'est un piège qui est normal, c'est un piège qui est, heureusement qu'on tombe pas dedans. Parce qu'en fait, je fais l'analogie de la philosophie de Napoléon Hill comme si on te donnait un savoir qui est extrêmement puissant, mais dangereux. D'accord? Oui. Mais on le donne à un enfant de 2 ans. Il n'a pas cette maturité de manipuler cette philosophie et d'en faire bon escient. Donc, si la loi d'attraction fonctionnait dans les 6 mois ou dans les 1 an pour ceux qui sont beaucoup plus patients, parce qu'il y en a certains, dès qu'ils ont lu le livre, la semaine qui suit, s'il n'y a pas de résultat, ils ont déjà désespéré. Oui, voilà, c'est ça, dans ce sens-là. Oui, parce qu'il y a des gens qui vont baisser les bras rapidement. C'est ça. Si ça marchait instantanément, c'est comme si on te donnait une arme puissante, donc que ce soit une somme d'argent, sans que tu aies la maturité de l'utiliser. À mon humble avis, si la loi d'attraction marchait instantanément pour les gens, elle aurait apporté plus de problèmes que de bénéfices. Parce que imaginons que quelqu'un qui a des galères par conseil ou par le fruit du hasard ou par une inspiration découvre le développement personnel, s'y met en 1 semaine et réussit la semaine d'après. Oui. Penses-tu que cette personne est assez sortie de sa galère, de sa mélancolie
pour dire, écoute, je vais continuer à travailler et l'argent que j'ai gagné, je vais peut-être l'investir, je vais le placer. Non, il va le dilapider, il va consommer, certainement, s'il avait des travers, il va sortir, il va flamber, il va revenir au point de départ, voire même pire qu'avant. Ouais, oui. Donc, parce qu'il n'aura pas eu tout le cheminement et tout l'apprentissage psychologique qui aide à justement à gérer cet argent ou en tout cas cette réussite qui est fulgurante et rapide. Donc le piège du développement personnel, heureusement que ça c'est pas instantané. Donc il faut de la persévérance, et pour un des moyens de persévérer, disons le principal, c'est de former un cerveau collectif. Parce qu'on est tout seul, quand on est tout seul, à moins d'avoir dans ses gènes ou dans sa disposition mentale une qualité de persévérance qui est très, 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 très élevée, et encore, je pèse mes mots, on ne peut pas persévérer dans la durée quand on est tout seul. Ça, c'est ma conviction. Oui. Parce que quand on a des gens autour de nous qui nous encouragent, même qui nous encouragent pas, à qui on rend compte, eh ben, on peut abandonner pour soi. Mais en général, on n'abandonne pas pour les autres. On a du mal à abandonner pour les autres. Donc, une des choses qui fait que la persévérance est tenue dans la durée, c'est le fait de former un cerveau collectif. Et c'est la deuxième loi de Napoléon Hill. C'est la principale. Une des principales lois. D'accord. Et est-ce qu'il y a une idée ou une pensée avec laquelle tu n'es pas d'accord, ou qui t'a déjà mis dans une situation de contradiction avec ce que Napoléon Hill préconise en fait? Alors, une idée contradictoire, non. Vraiment, non. Dans tout ce que je découvre, peut-être parce que je suis un passionné et que je vois peut-être pas le côté obscur de chaque chose. Mais, effectivement, le mais de la philosophie de la réussite de Napoléon Hill, c'est une philosophie qui marche. C'est une philosophie qui est honnête. C'est une philosophie qui ne vend pas du rêve. Donc, qui dit philosophie qui te vend pas du rêve, dit une philosophie qui mérite quand même, qui nécessite de l'effort. Oui, voilà. Sur du long terme. C'est pas une critique, mais c'est que c'est dit dès le départ. Effectivement, si la personne qui a écrit ce livre ou ces ouvrages te dit qu'il a fallu 20 années pour rassembler ça, tu peux pas espérer, à ton humble avis, en un an ou en un mois ou en 6 mois, tirer l'essence de cette philosophie et atteindre le succès. Non. Il lui a fallu 20 années, donc soyons humbles, peut-être consacrons au moins 1 année, 2 années, 3 années, ou même 5 ans, pour espérer en tirer quelque chose. Donc, le mais, c'est pas parce que je suis pas d'accord, mais c'est que pour une philosophie de réussite, en tout cas sérieuse, s'il y en a d'autres qui vous vendent du rêve en 1 semaine, je pense qu'elles sont pas sérieuses. Non. Elle nécessite un effort constant sur la durée, de réussir, d'échouer, de réussir, d'échouer, de grandir et d'arriver au succès. Et pour conclure, c'est que le succès, selon Napoléon Hill, il est certainement le fruit du parcours. Et le succès est parsemé dans le parcours. Oui. Donc c'est le voyage, c'est pas forcément la destination. C'est pas la destination. Effectivement, on a ce recul que lorsqu'on est arrivé à destination, qu'on regarde le parcours. Quand on est dans le parcours, on peut pas avoir ce recul. Ça serait prétentieux de penser qu'on peut, en étant dans les difficultés ou en étant dans la progression, de dire oula, j'apprécie le chemin, je prends des claques, j'adore ça. Non, c'est quand on a réussi, quand on a fait les bons choix et quand on a persévéré malgré des échecs temporaires et qu'on se retourne, on regarde, on dit heureusement que j'ai tenu bon. Mais ça, on peut le savoir que si on a tenu bon. Voilà, tout à fait. Super. Et puis, j'ai une petite question. En fait, si tu avais une baguette magique et que tu pouvais rencontrer Monsieur Hill, donc en rêve par exemple, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Quel message tu voudrais lui transmettre? Un message à lui transmettre, déjà je lui dirais merci pour ce qu'il a fait. Je lui dirais un bonjour. Et ce que j'aimerais qu'il me transmette,
parce que moi, j'aurais peut-être pas rien à lui dire, à part un merci et merci d'avoir consacré 20 années et voire plus, parce que quand il a découvert la philosophie, il a continué à travailler dessus Ouais. pour l'améliorer, pour faire des bouquins, donc il a consacré toute sa vie, finalement. Oui. Je lui dirais merci pour ça. Et si j'avais un message à lui dire, ou en tout cas une qualité que je voudrais qu'il me donne, qu'il me transmette, c'est de sa persévérance, parce que pour avoir tenu tout ça sans rémunération, avec toutes les difficultés, avec l'état d'esprit qu'il y avait dans les années 1900, Oui. parce qu'il a été précurseur, ce qui vient après, ce qu'on fait nous actuellement avec Trois Lunes ou ceux qui font, je dirais pas que c'est facile, mais il y a déjà un modèle qui est fait. Ouais. Ils ont déjà essuyé les critiques du type il est fou le mec. Ils ont planté les graines, c'est voilà. ça. Il est fou le mec, de quoi il parle? Développement personnel, va à l'usine, va à la mine, va travailler. Non, si j'avais quelque chose à lui dire plutôt, je dirais, Monsieur Hill, je désire acquérir votre ténacité et votre persévérance dans la collecte de l'or du succès et votre amour pour le partage des connaissances. Je désire acquérir ces qualités pour me développer et je ne serai satisfait que lorsque je les aurai développées. C'est pas un ordre, mais je lui dirai comme ça, avec fermeté. Et pour revenir à une des lois du succès, qui s'appelle la foi en action ou la confiance en soi, c'est que Napoléon Hill, il a 3 lois de base, donc il y en a 17, on va pas toutes les citer. Il y a le but dont on a parlé, qui doit être clair et précis. On a le cerveau collectif, qui est le fait de s'associer avec des gens, avec harmonie, pour travailler dans un but. Donc, le premier but qu'on a fixé, on s'associe avec des gens pour travailler. Et la troisième loi principale, c'est la foi en action. La foi en action, c'est la foi en l'intelligence infinie. Et donc, Monsieur Hill va au-delà de cette croyance qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous aide. Et il nous dit aussi que toute la connaissance qui a été amassée du passé, et moi je rajouterais même du futur, est déjà présente tout autour de nous. C'est-à-dire que toutes les compétences, toutes les connaissances, toutes les qualités, même les qualités humaines, qui peuvent être développées, la confiance, la persévérance, la joie de vivre, une personnalité agréable, toutes ces qualités sont latentes, sont là autour de nous. Et pour aller les saisir, pour aller les dompter, il faut qu'on se mette en résonance via cette foi, via cette intelligence infinie, pour s'aligner avec ces qualités, et on les a. Effectivement, quand tu réfléchis à cette approche, prenons n'importe quelle personne qui a réussi et segmentons sa vie. Certainement, il a acquis des qualités au cours de sa vie qu'il n'avait pas avant. Comment les a-t-elle acquises? Point d'interrogation. Il a dû certainement travailler. Est-ce que c'est son travail uniquement par habitude qui a fait qu'il a acquis ses qualités, ou ses qualités existaient autour de lui, le fait qu'il s'est connecté et qu'il a, par habitude, et qu'il il s'est aligné avec ses qualités sont venues à lui. Effectivement, ça se discute, j'ai aucune preuve de cette approche-là, mais le fait de savoir que n'importe quelle qualité qu'on veut, au-delà d'une compétence, parce qu'une compétence, ça peut faire connotation au travail, les maths. Non, n'importe quelle qualité qu'on veut acquérir, cette qualité est latente. Elle est comme là. Si elle était dans l'éther, c'est ça que tu veux dire, tout autour de nous. Et que nous, on serait comme une espèce d'antenne. C'est ça. Qui pourrait, ou pas, selon nous, ce que l'on fait dans notre quotidien, la méthode que l'on applique ou pas, capter comme une antenne, en fait, des ondes qui pourraient nous amener la connaissance. C'est ça. C'est ça. Et c'est selon ce que nous, ce dont on se nourrit. Selon ce qu'on se nourrit, selon ce qu'on a envie, selon ce dont on a besoin, selon ce qu'on demande. D'où l'importance d'avoir le but. Le but, c'est l'intention. Le but, c'est l'intention. C'est l'intention. C'est ce qui nous permet de régler notre fréquence avec notre antenne. C'est ça. Vers notre but. Plutôt vers l'intelligence infinie pour capter. Pour capter. Donc, le but, c'est permet de régler l'antenne. Le but permet de régler l'antenne. Le cerveau collectif permet d'amplifier le signal. D'accord. Parce que à plusieurs, on émet beaucoup plus de signal. Oui. Et plus l'émission, elle est constante, elle est forte, elle va trouver l'intelligence infinie et elle va capter, va servir dans un dépotoir, pas un dépotoir, mais dans un dépôt d'une richesse infinie où on va aller capter les choses
et les utiliser à bon escient. D'accord. Donc, effectivement, cette approche-là permet, avec l'autosuggestion, à n'importe qui d'aller prier ou répéter ou demander d'avoir les qualités d'une personne qui est vivante, qui n'a pas existé, qui a déjà existé, telle que la persévérance de Napoléon Hill, que je souhaiterais avoir. D'accord. Donc, on peut convoquer des personnes à venir dans notre cerveau collectif, même des personnes qui sont décédées depuis longtemps. C'est ça. Des personnes qu'on ne connaît pas, mais qui sont encore là. C'est ça. Par exemple, je sais pas, moi, j'ai envie de devenir... J.K. Rowling, une écrivaine à succès. Voilà, écrivaine à succès. Je peux convoquer dans mon cerveau collectif mentalement, J.K. Rowling à ma réunion. C'est ça. En lui disant que j'ai envie d'acquérir ces qualités d'imagination et d'écriture. Et en soi, c'est déjà une imagination de l'invité. Oui. Donc, t'es sur le chemin. C'est une création. Une création. C'est de l'autosuggestion. C'est de l'autosuggestion. Ouais. C'est une des techniques d'ailleurs qu'a utilisé Napoléon Hill pour réussir dans l'écriture. Donc, tu es en train de nous dire qu'en fait, tout est possible selon la méthode que l'on utilise et l'effort qu'on est prêt à fournir, la persévérance qu'on est prête à donner pour la réalisation de notre rêve, en fait. C'est ça. Je dirais même la persévérance est beaucoup plus importante que la méthode. Parce que si on persévère et qu'on a une mauvaise méthode, on va se rendre compte que la méthode est mauvaise et on va chercher une autre méthode. Oui. Par contre, si on a la bonne méthode et qu'on ne persévère pas, on ne saura pas c'est une bonne méthode. On va la laisser tomber. Donc, pour moi, la persévérance, la concentration, c'est la clé. C'est la clé. Ouais. Et ensuite, on a toute une vie pour découvrir la bonne méthode. Mieux vaut tôt que tard. Mais avec la persévérance, ce qui est sûr, on finira à forcer l'univers à nous donner ce qu'on veut. Cependant, Napoléon Hill, malgré cette persévérance qui est pour tout le monde, que tu sois bon ou mauvais, il dit bien qu'il faut que cette persévérance, ce but, ne nuit pas à quelqu'un d'autre. Oui, d'accord. D'où la règle d'or. C'est-à-dire que si le but nuit à quelqu'un d'autre, tu peux peut-être réussir à un certain temps, mais à la fin de ta vie ou en cours de parcours, l'univers va rééquilibrer la balance. Donc, c'est vraiment altruiste. Pour revenir au début, il n'y a pas que de l'argent, c'est altruiste. C'est bon, c'est à consommer sans modération. C'est bon pour tout le monde. Ouais, donc c'est une philosophie qui gagnant-gagnant. Qui gagnant-gagnant et qui peut nous amener un bonheur au bonheur durable pour tous, en fait, si je comprends bien. Et justement, peut-être pour finir, est-ce que tu pourrais nous résumer en un mot ton rôle à toi par rapport à ce que tu fais avec la philosophie de Napoléon Hill, ton rôle dans l'univers, en fait. Qu'est-ce que tu as envie d'apporter et puis qu'est-ce que tu as envie de donner comme clé aux autres, puisque justement, toi, j'imagine que tu as un but qui est aussi tourné vers les autres. Qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde, en fait? Alors, effectivement, sans prétention aucune, en ayant découvert les lois du succès, en fait, c'est une vérité tellement profonde que quand tu la découvres, tu as envie d'en discuter. Ouais. Tu as envie de partager, tu as envie de discuter. Après, si tu ne trouves pas à qui parler, tu te parles à toi-même. Mais c'est une philosophie tellement profonde que j'ai envie de la partager au grand nombre. Selon ce que j'ai droit de faire, parce qu'il y a quand même des droits de la Fondation Napoléon Hill. Mais j'ai envie d'en parler, j'ai envie de partager. Donc, mon but, c'est d'acquérir les connaissances de Napoléon Hill, de maîtriser ses lois, de mettre en pratique pour évoluer dans ma vie et de les partager au plus grand nombre. Partager ton point de vue et ta compréhension, parce que de ce que tu as appris, toi, par rapport à Napoléon Hill, par rapport à son œuvre. Par rapport à son œuvre, c'est-à-dire que l'approche que je vais avoir puisse parler à certaines personnes et les inciter à aller eux-mêmes chercher ou à se contenter de ce que je dis, mais en tout cas d'avoir une prise de conscience que il y a des philosophies qui existent. Napoléon Hill, moi, c'est celle que j'ai choisie. Il y a des philosophies qui existent qui nous permettent de sortir de notre routine et d'arrêter de mettre la responsabilité de nos vies sur les autres. C'est vraiment ça, c'est une philosophie de responsabilité, c'est-à-dire que tu as la responsabilité de te fixer un but, tu as la responsabilité de se fermer un cerveau collectif, tu as la responsabilité d'aller appeler l'intelligence infinie pour t'aider.
tu as la responsabilité d'être persévérant, tu as la responsabilité de travailler tes qualités que tu veux pour avoir une personnalité agréable, tu as la responsabilité de tes épargnes, tu as la responsabilité de ta gestion de temps. C'est une philosophie de responsabilité. Donc moi, en tant que étudiant de cette philosophie, j'aimerais qu'un jour, plus de gens la connaissent et plus de gens deviennent responsables de leur vie et d'arrêter de remettre leurs problèmes à X personnes, sur l'extérieur. Pas sur l'extérieur, à ses parents, c'est mon éducation, c'est mon patron, c'est mon voisin, c'est ceci. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, prendre ses responsabilités. Voilà, prendre ses responsabilités de sa vie, de sa réussite, d'aller de l'avant, de digérer les adversités, parce qu'il y en a toujours, et de savoir que ces adversités permettent de grandir. Ouais, ce sont des apprentissages. Voilà. Ça soutient. En fait, nous, chez 3 Lunes Diffusion, en fait, on soutient tout ça. Nous, ce qui compte pour nous, c'est le développement du potentiel humain, et on aimerait un bonheur pour tous, durable pour tous. C'est ça. Donc, ça peut paraître utopique comme ça, mais c'est possible si chacun arrive un jour à prendre ses responsabilités, arrive à être heureux pour lui-même en partageant avec les autres. Et oui, Napoléon Hill a tout à fait sa place. Ton témoignage a tout à fait sa place chez 3 Lunes Diffusion. Voilà. Petit mot de la fin. Bon, en tout cas, merci Hélène de m'avoir reçu chez 3 Lunes Diffusion, même si j'y suis comme chez moi. Avec plaisir. Et merci à nos auditeurs. Merci. Qui vont écouter cette vidéo. Et puis, en tout cas, au plaisir d'avoir échangé avec toi. Mais oui, moi aussi, avec grand plaisir. À très bientôt sur 3 Lunes Diffusion. Et puis, on vous souhaite que du bonheur et on vous souhaite de découvrir ou de redécouvrir Napoléon Hill. À bientôt. À bientôt. Bonne réussite et que la richesse de Napoléon Hill